Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous exceptionnel, spécial du rendez-vous tech. Généralement, on couvre l'actualité tech, internet et gadgets, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique que j'ai, à vrai dire, moi-même un petit peu de mal à définir. J'en saisis les contours, mais ce que je sais, c'est que c'est un sujet passionnant. Je suis Patrick Béja et on va vous parler de la presse sur Internet, de la manière dont elle doit fonctionner, de la sagesse universelle de ce qu'on sait dans ces milieux et dans les milieux du net, et qui est peut-être pas toujours la meilleure chose, la meilleure méthode à appliquer. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir... est-ce que je peux dire que tu es un trublion de la presse en ligne, Ulrich Rosier, qui est le président CEO du groupe Humanoïd, qui édite Frandroid et Numérama. J'ai failli oublier Ouais, le nom. je suis pas président, je suis directeur parce que j'ai un président, c'est Baptiste, mais ouais, en fait, on n'est pas à des titres près, on est cofondateurs et on est dans la baraque, quoi. D'accord, l'un des chefs de Humanoïd. Alors, deux choses quand même avant de se lancer. Ce que je voudrais qu'on fasse dans cette émission, c'est qu'on donne aux auditeurs une idée de la manière dont fonctionne la presse en ligne, mais pas simplement dire « Ah bah, il y a de la pub pour le modèle d'affaires, c'est de la pub ou des abonnements, et voilà », mais vraiment aller plonger derrière la philosophie de ce qui peut fonctionner, les challenges, les opportunités, et peut-être, c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de te parler, Ulrich, peut-être aller débusquer des choses qu'on ne sait pas forcément, ou au contraire, comme je le disais à l'instant, qu'on pense savoir, mais qu'on pense savoir parce que c'est ce qu'on entend partout dans la presse, mais qui ne sont pas forcément aussi efficaces qu'on le pense. Et dans le contexte où la presse aujourd'hui, dans sa quasi-intégralité en France, est en train de chercher à faire payer Google pour une partie de leur trafic, enfin de faire payer Google pour le contenu qu'ils utilisent pour construire notamment Google News, en arguant que Google News se sert du contenu des médias, alors que d'un autre côté, c'est tout à fait vrai, mais d'un autre côté, Google News envoie aussi beaucoup de trafic aux médias. Eh bien, dans ce contexte, toi, tu fais, comme je disais, office de... je sais pas, de trublion. En tout cas, tu as dit parfois des choses qui laissaient entendre que tu n'étais pas d'accord avec ces idées-là qui sont pourtant très répandues. Est-ce que je peux définir ça comme ça ? Non, mais c'est vrai, pour nous, on veut pas que Google nous paie pour référencer nos articles. Voilà. Ça, c'est vrai. On l'a dit et ça n'a pas plu à tout le monde et ça, on peut en discuter. On a pas mal de choses à dire sur ça, mais... Alors, c'est un des éléments, effectivement, dont on va peut-être parler, mais de manière plus générale. L'autre chose qui m'avait frappé, c'était, il y a quelques mois peut-être, tu avais été étudier les situations de différentes sociétés, de différents sites de presse, parce que tu veux faire grandir la maison d'édition, en fait, ou le groupe Humanoïd, en y ajoutant des publications. Et tu avais tweeté une série de tweets qui avait fait un petit peu de bruit dans le milieu en disant que tu étais, je ne sais pas si on peut dire atterré, mais en tout cas surpris de voir que certains n'avaient pas des plans, des modèles d'affaires qui tenaient la route, et tu avais été étonné de voir comment les choses s'organisaient. On parlera de ça aussi, on parlera de la manière dont tu gères ces deux médias qui fonctionnent très bien, que sont Numérama et Frandroid. Je vais dire tu, mais pour le principe, je le dis maintenant, mais ça sera entendu, je parle évidemment de tes équipes qui sont efficaces, nombreuses. Je dis tu quand je dis le tu au groupe Humanoïd. Avant ça, est-ce que tu peux... je représente là, oui. C'est ça. Avant ça, est-ce que tu peux nous donner, pour qu'on ait un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous dire, et là je me tais, d'où vient Humanoïd, quelle est votre histoire un petit peu ? C'est un groupe qui a été créé en 2010, donc ça fait plus de 10 ans. Et en fait, c'est un groupe qui est né
grâce à Frandroid. Et Frandroid, c'est un blog qui a été créé fin 2007, donc genre littéralement quelques heures après la conférence de Google qui annonçait Android, donc un an après le lancement de l'iPhone et iOS. D'ailleurs, je crois que iOS n'existait pas encore à l'époque, ça avait un autre nom, mais c'était l'iPhone, premier du nom, présenté par iPhone Steve OS, Jobs. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est simple. Voilà, moi, je suis un natif du web. J'ai créé différents médias avant. J'ai travaillé sur un site qui s'appelait Info.du Net, qui est devenu Tom's Guide. J'avais créé un site qui s'appelait animefrance.com, dédié à l'animation japonaise. On partageait pas illégalement des séries, mais c'était vraiment de la critique et beaucoup d'actualités autour des séries, etc. J'avais créé un événement qui s'appelait Mixblog, qui a été transformé entre-temps, qui était un événement qui a eu lieu 5 fois à Paris, qui a été par les blogueurs pour les blogueurs, donc a organisé des rencontres entre les blogueurs, et c'était vraiment des chouettes événements, vraiment aux prémices avant YouTube, vraiment à l'âge d'or des blogs, j'ai envie de dire. Et puis en fait, passionné de nouvelles technologies, voilà, j'ai commencé à créer le blog pendant la fin de mes études, le blog Frandroid, avec 2 autres personnes, donc Baptiste et Pierre-Olivier. Et en fait, passionné de nouvelles technologies, c'était pour moi un moyen de faire de la veille. Voilà. Et je savais pas si j'allais bosser dans les médias. J'avais pas cette vocation-là. Voilà, j'écrivais dans quelques papiers hebdo et mensuels pour financer mes études, mais j'avais pas une vocation particulière à travailler dans les médias. Et en fait, après quelques années d'expérience, en 2012, avec Baptiste, donc un des 2 autres associés, on a décidé de passer à plein temps et de créer Humanoid, qui était donc le premier objectif, c'était professionnaliser l'activité de Frandroid, donc création d'une rédaction, une équipe technique, et après le modèle d'affaires qui, 10 ans après, est toujours en perpétuel changement. Et en professionnalisant Frandroid, on a créé un groupe média qui maintenant édite Numérama. C'est un média qu'on a racheté il y a 5 ans, qui avait une histoire assez similaire à Frandroid. Donc c'était Guillaume Champeau qui avait créé un peu plus de 10 ans, passionné par tout ce qui se passait dans le droit et le numérique. Et donc à l'époque du peer-to-peer, etc., Adopi. Et en fait, voilà, il y a 5 ans, il avait envie d'autre chose. Donc nous, on l'a racheté Numérama.com à ce moment-là et on l'a repositionné le média. Aujourd'hui, c'est un média qui traite de tout ce qui est lié à la société numérique. Donc on parle de tech, mais aussi de science, etc. Et donc voilà, le groupe Humanoid aujourd'hui, donc c'est 2 médias, Frandroid et Numérama. On pourra en parler un peu plus précisément. Ils parlent tous les 2 d'une nouvelle technologie, mais vraiment avec un positionnement différent. Donc on a assez peu de déduplication entre les 2, c'est-à-dire qu'on a très peu de lecteurs qui lisent les 2 médias en même temps. Donc c'est vraiment 2 publics différents. Et enfin, j'ai l'impression que Frandroid c'est un petit peu le média un petit peu plus geek, et Numérama c'est, comme tu disais, un petit peu plus société, quoi. Oui, en fait, vraiment pour préciser ça, je pense que c'est intéressant. Mais en fait, Frandroid, on l'a vraiment positionné. Au début, c'était vraiment un média tourné autour de l'écosystème Android. Donc, on s'intéressait à tout ce qui tourne autour de l'écosystème Android, qui est devenu de plus en plus large, qui est quand même aujourd'hui l'OS le plus utilisé dans le monde. Et en fait, il y a 2-3 ans, on était tellement plongé dans tout ce qui traitait d'Android, genre les télévisions, le Chromebook, la voiture, etc., les wearables, tout ce qui est Internet des objets, qu'en fait, on s'est aperçu qu'on était en train de finalement s'intéresser à toutes les nouvelles technologies parce qu'en fait on était dans tous les... Quel excellent moyen de tourner les choses. C'est pas parce que les news Android spécifiques commençaient à être un petit peu plus mornes ou... Pas vraiment. Non, d'accord. Okay. Je vais donner 2 exemples en fait précisément parce que moi j'ai jamais été un fan, j'ai jamais été un fan d'Android. Je suis juste un passionné de nouvelles technologies qui a beaucoup cru en Android. Et à ce que Google faisait avec cet écosystème qui va bien au-delà de Google. Mais en fait, pour montrer un petit peu les réflexes qu'on a eus, on s'est mis par exemple à tester des télévisions. Mais quand tu commences à tester des télévisions sur Android TV, l'interface Android TV, c'est la même sur toutes les télévisions. Donc on a commencé à gagner en compétences sur le test d'une télé d'un point de vue hardware, donc utiliser une sonde pour voir si c'est une bonne dalle, etc. Bon, évidemment, ça, en fait, en faisant ça, on a appris à tester une télé. Donc on a commencé à tester les télés LG, Samsung aussi sur les autres OS, et finalement, on traite toute l'actualité des télés. Et ça, en fait, c'est la même chose partout, dans toutes les autres catégories de produits. Donc en fait, il y a quelques années, et on l'a concrètement fait de façon très concrète l'année dernière, on a décidé de switcher
la ligne éditoriale de Frandroid. Aujourd'hui, c'est un média qui accompagne les consommateurs dans ce qui s'appelle les nouvelles technologies. Donc, ça va être le choix en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs problématiques, leur budget. Et on essaye de les accompagner après aussi. Donc, on a un gros lectorat de effectivement, comme tu dis, de geeks. Et moi, je suis dedans, donc c'est un vrai plaisir. Mon vrai plaisir, c'est de lire Frandroid tous les jours, etc. Et c'est vraiment, pour moi, un des moteurs. Et Numérama, par contre, c'est un différent. Numérama, c'était juste rapidement pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui s'est passé dans notre tête lors du rachat. En fait, on était fan de nouvelles technologies comme toi, Patrick, et on s'est aperçu qu'on lisait beaucoup la presse anglophone. Et c'était les IO9, The Verge, TechCrunch, Mashable, etc. En fait, beaucoup de sites en langue anglaise. En France, on avait les sites de geeks comme Frandroid et les généralistes qui s'intéressaient au numérique. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait une place pour un média qui s'intéresse au numérique, mais pas simplement à la tech, vraiment au changement profond qu'il y a dans la société. Et ça peut être comment on consomme une série ou un film, comment on joue aux jeux vidéo, mais aussi exactement comment on va se protéger d'un point de vue numérique. Tout ce qui traite le numérique, en fait, aujourd'hui, on le trouve partout autour de notre vie quotidienne, quoi. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce qu'on comprend très bien, c'est que tu fais partie de la génération d'éditeurs, de médias en ligne, j'ai presque dit de presse, mais de la génération qui a grandi avec le média. Et c'est un contraste qui, je crois, en tout cas, l'image que j'en ai, peut-être qu'elle est erronée, c'est un contraste qui est assez fort avec ce qu'on sait de la presse en ligne quand on parle des grands groupes de presse français, qui sont des médias traditionnels, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, enfin je sais pas, tous ceux qu'on connaît. Et on a l'impression quand même qu'ils ont dû s'adapter. Certains l'ont bien fait, certains moins bien, certains plus lentement, certains plus rapidement, mais ils ont effectivement dû s'adapter à ce monde qu'ils découvraient, alors que toi et les gens de ta génération, vous avez grandi avec. Et du coup, j'en viens à ta série de tweets, on vient au cœur du métier, du sujet, et on a essayé de retrouver les tweets, mais on n'a pas réussi, donc ça fait vraiment ils avaient fait c'était en juillet, je crois, c'était en juillet 2019. Voilà. Donc c'était il y a un bon moment, mais l'essentiel de la chose, c'est que suite à tes études de différents médias, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de trublion, parce que vous réussissez avec vos modèles d'affaires dont d'autres disent qu'ils ne fonctionnent pas, et que tu as fait ces commentaires, que je me suis dit, il est un petit peu en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait avec ces tweets ? Quel était ton constat quand tu as essayé de regarder l'état de différents médias édités en France sur le web ? Et oui, quel a été ton constat et tes bonnes surprises et peut-être tes déceptions ? Moi, je sens, on va pas citer de nom, c'est pas le côté évidemment confidentiel de différentes personnes d'entreprises que j'ai pu rencontrer, parce qu'on a vu pas mal de dossiers. On s'est aperçu à chaque fois que les choses allaient mal, bien souvent, dans les médias. Et quand on avait accès à ces données, donc qui sont évidemment confidentielles, mais ça reste des données d'une entreprise, quoi. Mais il y avait une raison derrière qui était tout le temps différente, qui pouvait être différente, mais il y avait toujours une raison qui était bien identifiable. Et donc, il y en a plein des exemples. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, et peut-être que je me trompe, parce que actuellement, dans le contexte actuel, il y a des entreprises, des secteurs d'activité dans lesquels c'est très difficile, mais on est dans un contexte particulier. Mais disons que dans un contexte classique, éditer un média, en vivre, c'est certainement un des métiers les plus difficiles. C'est déjà un métier qui se valorise très très peu par rapport à d'autres secteurs d'activité sur le web. Il faut souvent beaucoup travailler et intégrer beaucoup de métiers différents. Et ça, c'est la seconde chose, c'est-à-dire que, par exemple, on est un artisan, on fait des bons produits. Souvent, quand même, on arrive même avec du bouche à oreille à en faire son activité et bien gagner sa vie. Bon, voilà. Sur faire du média, ça demande de savoir construire une marque média, créer du contenu, monétiser ce contenu. Techniquement, il faut être capable de distribuer ce contenu. Ça demande plein de sous-métiers qui sont liés au référencement, qui sont liés à... il faut voilà. En fait, c'est un métier hyper complet. J'ai l'impression que quand je parle avec d'autres entrepreneurs d'autres secteurs d'activité, les problématiques qu'ils ont, j'ai l'impression de toutes les avoir. Mais
Alors que nécessairement, les ont pas toutes. et en Qu'est-ce fait, que tu veux dire ? c'est un métier très complet. D'autres entrepreneurs, tu veux dire qui ne sont pas dans l'édition de médias, ils ont certains des problèmes que tu as, mais toi, tu as les problèmes de tout le monde. Oui, ils vont avoir des problèmes. Enfin, toi et les gens qui font ton métier. Pour acquérir des nouveaux lecteurs, des nouveaux clients, je les ai. mais eux vont pas avoir nécessairement aussi les problématiques de générer de l'audience pour des clients, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que c'est un métier dans lequel on trouve... c'est vrai du journalisme, mais aussi tout le travail quasiment d'une agence média, c'est-à-dire mais justement, tout le travail de communication, de marketing, etc. Et du coup, est-ce que c'est ça que les autres, on parle bien sûr qu'il y en a qui fonctionnent bien, il n'y a pas que Humanoid qui réussit sur le web aujourd'hui, mais oui, évidemment. clairement, mais ceux qui n'y arrivent pas, est-ce que c'est justement par cette différence de génération, est-ce qu'il serait juste de dire ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis de ces parties du boulot, ou est-ce que tu peux nous donner des exemples finalement de ce que tu as constaté qui était pas... Ouais, je vais donner des exemples, ça sera peut-être plus clair. Je pense que c'est difficile à expliquer simplement. C'est certainement que c'est possible. Ce que je pense, c'est que en fait, voilà, il y a peut-être c'est vrai que c'est au cas par cas. Il y a des groupes médias. À chaque fois, on se dit, en fait, t'as l'impression que, alors Patrick, j'ai un peu. J'ai l'impression qu'il y a des choses que t'as pas envie de dire ou que tu sais pas comment dire. Mais vas-y, dis simplement. Après, ça va dépendre parce que des fois, il peut y avoir un problème de modèle d'affaires. Le problème de modèle d'affaires, tu vois, on va par exemple donner l'exemple du papier, la distribution en kiosque du papier avec ce qui s'appelle Prestalis. Ça met en péril des entreprises qui dépendent des fois à plus de 80, 90%, même 100% de leurs revenus d'une entreprise qui fait la distribution des journaux dans les kiosques. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Prestalis, c'est une société qui a effectivement quasiment le monopole de la distribution des titres de presse dans les kiosques, en physique, en papier. Et quand il y a un problème avec eux, et il y a eu des gros problèmes ces dernières années, tu mets en péril une énorme partie de tes revenus. Ce que tu veux dire, c'est que ça, c'est une chose que les éditeurs ne prennent pas en compte, mais je pense que ça fait partie des choses. Tu vois, c'est quelque chose d'assez classique. Si tu dépends d'un distributeur, non. Si tu dépends d'une source de monétisation, d'une source de trafic, c'est par exemple une difficulté. N'importe quel entrepreneur, tu vois. Si toi, par exemple, tu dépendais d'une plateforme, tu vois, précise, et que cette plateforme, tu vas me dire, c'est le cas de certains youtubeurs, hein, c'est le cas des youtubeurs généralement. Un changement d'algorithme peut mettre en péril ton activité. Non, mais c'est un bon exemple, parce que ce qu'on dit des youtubeurs, souvent, c'est qu'ils font généralement, à moins d'être énormes, assez peu d'argent sur la plateforme YouTube elle-même, et qu'ils sont obligés d'aller chercher d'autres sources de revenus, c'est-à-dire les sponsors, pour avoir des revenus corrects, et pour ne pas dépendre d'une seule plateforme. On parle des revenus, mais on parle du trafic aussi. Le youtubeur, un changement d'algorithme peut diviser par 2, 3, 4, 5, il peut même mettre à zéro son audience, quoi. Mais vous dépendez également de l'algorithme, dans une certaine mesure, de l'algorithme de Google, j'imagine. Évidemment, mais en fait, notre travail depuis 10 ans, c'est de diversifier le trafic, les sources de trafic et les revenus. On peut parler par exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Pendant le Covid-19, ce qui s'est passé, c'est que tous les sites internet qui dépendent de la publicité traditionnelle, donc les bannières de pub, ont vu leurs revenus chuter. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur l'offre et la demande, ce qu'on appelle le programmatique, même s'il y a de la vente directe, etc. Le programmatique, quand la demande baisse, ça fait baisser les revenus pour les éditeurs. Et là, on parle ça dépend des secteurs, mais généralement c'est à peu près divisé par 2. Et il y a certains secteurs où c'est plus que ça, quoi. Quand je parle de diversification, par exemple, au sens large du terme, si on avait eu notre modèle d'affaires qui était uniquement basé sur ces bannières de pub et sur le programmatique au sens, etc., on aurait eu nos revenus qui auraient été divisés par 2. Mais en fait, derrière, nous, on a plein d'autres sources de revenus. On essaie vraiment d'équilibrer ça et de créer quelque chose de consistant. Tu vois, c'est comme un écosystème, on va dire, de revenus. Et fait que en fait, ça te permet de rapidement réagir. C'est pas que sur une jambe, tu vois. Mais tu dis d'autres sources de revenus. Je vais faire comme ce que je fais le mieux, c'est-à-dire poser des questions bêtes. D'une part, les médias ont depuis quelques années réalisé qu'ils pouvaient pas dépendre que
de la pub, et donc ils ont essayé de mettre en place des systèmes d'abonnement pour revenir un petit peu à un équilibre qu'ils avaient à l'époque où il n'y avait que le papier, parce qu'il y avait d'une part les abonnements, d'autre part la pub, encore d'autre part les petites annonces, et puis le prix qu'on payait le journal ou le magazine au kiosque, le prix comme ça. Mais non seulement ils s'en sont déjà aperçus depuis quelques années, mais en plus, vous, chez Humanoid, vous n'avez pas de système d'abonnement. Donc, quand tu parles on n'en a pas encore, effectivement. Ouais. Quand tu parles d'autres sources de revenus, de quoi donc parles-tu si c'est pas de, oui, de demander de l'argent à tes Aujourd'hui, lecteurs? nous, on a 3 sources de revenus. Déjà, on a fait le choix d'avoir du contenu gratuit. C'est pas une croyance dans le contenu gratuit sur le web. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on était capable de créer du contenu indépendant et qui est accessible gratuitement sur le web. C'est ce qu'on a, pour le moment, on a créé les modèles d'affaires qu'on a sont sur ce, c'est pas une croyance, mais sur ce. C'est ce choix que vous avez fait, quoi. Ce choix-là. Ça veut pas dire que voilà. Ça veut pas dire qu'on que vous ferez est jamais en train d'abonnement, de je réfléchir comprends bien. à des offres payantes qui viendront compléter en fait justement ces sources de revenus et de façon à chaque fois on essaie de le faire le plus intelligemment possible. Donc aujourd'hui on gagne nous de l'argent de 3 façons différentes. On gagne de l'argent avec ces fameuses bannières, même s'il y a beaucoup de gens qui installent AdBlock. Et bon, j'en fais partie, de temps en temps je l'active parce que je sais que c'est insupportable. On gagne de l'argent avec la publicité. Et ça j'ai envie de te dire, typiquement, je pourrais même te dire pourquoi il y a certaines entreprises qui sont en péril à cause de ça. Parce que typiquement, nous, on essaye toujours de se demander où est l'expérience utilisateur sur un site. Et justement, tout ce qui est lié à ces bannières-là, on fait en sorte justement de toujours calculer cette pression publicitaire. Et de faire en sorte qu'elle amène pas les gens à ne pas lire nos médias, à ne pas revenir, à ne pas revenir sur nos médias, etc. Ce que tu veux dire, c'est que certains des dossiers que tu as étudiés ne faisaient pas attention à ce paramètre et du coup poussaient les gens soit à utiliser des adblocks, soit à carrément ne plus visiter leur site et ils n'avaient pas ils ne prenaient pas conscience ou ça n'était pas au cœur de leurs préoccupations, l'expérience utilisateur. C'est l'une des fautes que tu voyais ? Il y a plein de façons de monétiser un site avec de la publicité, on va dire, traditionnelle. Donc, il y a plein de formats qui sont très impactants, qui vont avoir sûrement une rémunération supérieure. Par exemple, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est étonné. J'ai vu une vidéo récemment qui disait c'est bizarre parce que quand je parle de quelque chose, j'ai les publicités contextuelles qui m'affichent justement un truc à acheter qui est similaire à ce dont j'ai parlé. Donc Apple et Google m'écoutent. Ouais, Google et Apple m'écoutent. Et il disait, j'ai vu, je sais plus, je crois que c'est le Grand JD qui a fait une vidéo qui disait j'ai fait un test et genre il a fait pas mal de tests différents, il a interrogé des gens, donc sa vidéo est très intéressante. Où à un moment il est un petit peu naïvement, tu vois, il a ouvert Windows avec Chrome et il parlait de trucs et il regardait après dans les publicités si justement il y avait, je crois, une tente qui apparaissait de camping. Et donc ça ne marchait pas vraiment comme ça. Et il s'est aperçu que en fait ça marchait mais avec d'autres données récupérées sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Mais en réalité, typiquement, il y a un modèle de monétisation qui existe encore, je crois, mais qui a existé par le passé, c'est sûr, parce que nous, on nous l'a proposé, qui consistait, par exemple, quand tu avais une application mobile, à demander l'autorisation d'accès au microphone. Et en fait, c'est vrai que le téléphone t'écoutait. Et pourquoi il t'écoutait ? Pour savoir si le soir tu étais devant ta télé et savoir du coup, par exemple, quand tu avais une publicité qui a au milieu d'un film, il était capable du coup de mettre de la publicité contextuelle dans les notifications du téléphone. Et ça a vraiment existé. Et je crois que ça existe encore d'une forme différente, tu vois. Donc ça m'a fait rigoler. Donc là, typiquement ça pour moi, c'est no way. On le fera jamais. Mais c'est un exemple, il y en a plein. Il y a des choses beaucoup plus subtiles sur de la publicité qu'on ne fera jamais. Donc ça, c'est un choix. Tu vois, c'est un choix long terme. On se dit que si on est capable de déployer ce type de publicité, effectivement, ça peut augmenter les revenus sur quoi ? Allez, 1 à 6 mois, 12 mois. Mais ça fait fuir combien de visiteurs ? Combien de personnes assimilent la marque média à ce type de format en disant ils se moquent de nous, etc. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent. Et même sur cette façon-là, il y a quand même plusieurs façons de faire et plusieurs manières de faire. La deuxième manière de gagner de l'argent pour nous, c'est ce qu'on appelle le contenu de marque.
Et ça, pareil, c'est compliqué. Et c'est la même chose que la publicité. On peut le faire de différentes façons. On peut le faire sans signaler que c'est un contenu sponsorisé. On peut le faire en reprenant purement et simplement des communiqués de presse et avec un copier-coller sur le site. On peut le faire en laissant par exemple les annonceurs écrire à ta place les contenus sponsorisés qui sont publiés chez toi. Il y a plein de façons de le faire et qui sont pour moi hyper négatifs pour les lecteurs. Et pareil, ça c'est un choix de se dire, moi, je trouve que c'est un moyen de rémunérer qui est intéressant parce que finalement, c'est une publicité qui est assez impactante. Je la trouve très impactante. Le contenu sponsorisé, je le trouve vraiment. Si j'étais une marque, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut évidemment envisager en fonction, bien sûr, de tes objectifs, etc. Parce que c'est efficace. C'est-à-dire que quand tu as un article sponsorisé de qualité qui a été vraiment bien écrit, ça va être beaucoup plus intéressant qu'une bannière. Ouais, bien sûr. Mais du coup, tout ça, pardon, il y a peut-être d'autres éléments dont tu veux parler, mais tout ça, c'est un petit peu... Bon, il faut toujours l'exemple que je donnais, c'est que sur ces 3 façons de gagner de l'argent, voilà. C'est quoi la troisième, pardon, je crois c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc, oui, évidemment, par exemple, Frandroid, qui est très axé autour de la recommandation, du test, du guide d'achat sur les appareils tech, évidemment, quand tu as passé une semaine à tester un téléphone, que le test est hyper complexe, etc., et que la personne arrive en bas du test, s'est décidé ou pas d'acheter le produit, c'est un peu dommage qu'il retourne sur Google et qu'il clique sur un lien Google Shopping pour acheter son produit sur la Fnac, etc., Amazon, etc. Voilà, c'est là où on propose des liens d'affiliation en mettant le maximum de vendeurs on dit des commerçants en ligne, quoi, de qualité pour qu'ils puissent derrière comparer les prix et nous, on nous rétribue une commission de ce montant dépensé sans que ça change évidemment le montant final. Voilà, ça c'est la troisième façon. Est-ce que ça ne, juste sur ce point spécifique, est-ce que ça peut pas pousser l'éditeur, donc vous, à se dire celui-là, on va quand même le recommander un petit peu plus, on va mieux le noter parce que comme ça, il y a plus de gens qui vont cliquer pour aller l'acheter. Est-ce que ça touche pas un petit peu à votre honnêteté ? Ça serait une vision un peu à court terme, c'est-à-dire que comme l'histoire des pubs en fait. Ça se verrait quand tu as des millions de visiteurs qui viennent chez toi. Ça se voit, ces choses-là. On peut pas tricher. On peut tricher, certainement 1 ou 2 fois, mais je pense que c'est prendre un risque énorme. On parle quand même d'une marque média avec sa notoriété, etc. Enfin, c'est ce qui est le plus cher pour un groupe média, c'est sa marque. Hein. C'est la perception de sa marque, ce que les gens attribuent comme valeur. Je pense que oui, on pourrait le faire, mais est-ce que ça serait à long terme notre intérêt ? Pas du tout. En fait. Mais du coup, sur ces 3 points que tu évoques, ces 3 moyens de gagner de l'argent avec de la pub, il y en a peut-être d'autres que je connais pas ou auxquels je pense pas maintenant, mais oui, il y en a pas mal d'autres, mais oui. J'ai remarqué par exemple qu'il n'y avait pas de Outbrain, ceux qui connaîtront sur vos... On en a eu un peu, ouais. On en a mis un peu et on commence à l'enlever parce que l'expérience est vraiment pas top. Ouais, c'est ce dont en fait, je pour la petite info, ça fait plusieurs années qu'on bosse avec Outbrain & Co parce que c'est quand même des revenus intéressants. Nous, on passe notre temps, toutes les semaines, à envoyer des annonceurs à blacklister sur Outbrain & Co. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas, en tant qu'éditeur, je voulais juste le mentionner en passant, mais du coup on va expliquer ce qu'est Outbrain et il y a plusieurs sociétés qui font ce genre de choses. Vous savez, en bas de la page, quand vous avez liens recommandés et que c'est souvent des liens de qualité assez médiocre et souvent des trucs un petit peu buzzy, voire très buzzy. Je vais donner un exemple comme ça. Elle a mangé son chat, elle n'a pas survécu. C'est pas un vrai truc, mais c'est ce genre de truc. Des trucs soit un peu trash, soit un peu... bon, voilà, ce genre de choses. Oui, je donne les pires exemples, mais on va dire c'est des choses il y a des trucs horribles. Il y a des trucs horribles. Qui vous donnent le plus envie de cliquer, quoi. Et moi, je ne clique pas, mais automatiquement, mon cerveau me dit ça a l'air... Enfin, c'est bizarre quand même, faudrait aller voir. Et t'as hyper envie de cliquer. Même moi qui ne le fais pas, je dois me forcer à ne pas cliquer. Et souvent, c'est pas du contenu de la meilleure qualité qui soit. Et on en retrouve sur tous les sites. Et pourquoi on en retrouve sur tous les sites ? Parce que ça marche et que ça fait des sous. Mais oui, donc toi, tu dis que vous êtes en train d'en avoir... Moi, j'en ai pas vu ces derniers temps sur vos sites. Vous êtes en train de on est en train de le débrancher au fur et à mesure. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas le contenu qui est dessus. Et on passait notre temps toutes les semaines à envoyer à Outbrain. Ils ont même développé un outil quasiment spécifique
pour les éditeurs, mais je pense que c'est beaucoup dû à nos critiques parce que on passait notre temps à blacklister, à demander à blacklister certains annonceurs qui étaient dessus. En fait, on a une liste énorme d'annonceurs à blacklister parce qu'on n'aimait pas l'article qu'ils mettaient dans ce fameux espace, quoi. Mais du coup, tous les trucs que tu mentionnes, là je reviens à ce que je disais à l'instant, tous les trucs que tu mentionnes, c'est finalement, quand je disais la sagesse collective de la presse en ligne, on va lui tordre le cou, en fait c'est des choses qui sont assez logiques, et j'ai l'impression que tout le monde sait, alors peut-être qu'il y a des gens qui le savent mais qui le font quand même, mais est-ce que tu as rencontré dans tes recherches des éditeurs qui le faisaient soit parce qu'ils ne savaient pas, soit parce qu'ils s'en foutaient, qui ne se préoccupaient pas de ce genre de choses? Ça me surprend, en fait. Oui, mais c'est une grosse majorité, hein. C'est une grosse majorité. Enfin, peut-être une grosse majorité en prenant en compte tous les médias qui sont en ligne. Je parle pas essentiellement des grands groupes médias parce que là, c'est plus compliqué, c'est au cas par cas, mais oui, en fait, il y en a beaucoup, même dans le secteur, par exemple, de la tech. Je peux comprendre. Par exemple, je peux comprendre les critiques qu'on peut avoir par rapport à la presse tech. Et quand tu parlais, quand tu disais l'indépendance, etc., on peut clairement l'avoir. En tant que lecteur, cette critique, on peut l'avoir, et je pense qu'il faut l'avoir, cette critique quotidiennement, à chaque fois en disant, est-ce que cet article, il me paraît objectif, est-ce qu'il a été écrit, même s'il est subjectif, parce qu'il y a un point de vue, c'est même pas le problème d'être objectif ou subjectif, mais est-ce que il a été écrit tout en toute indépendance vis-à-vis, par exemple, des intérêts que peut avoir une marque ou un annonceur, quoi. Et je pense que quotidiennement, il faut se poser la question. Nous, c'est la question, enfin pour nous c'est quelque chose d'hyper important. J'en veux même pas aux lecteurs des fois de nous dire ah mais attendez, vous avez été payé par quelle marque pour cet article, parce que je pense que c'est bien qu'ils se posent la question. Néanmoins, je sais que je suis irréprochable et je sais que je ferai tout pour être irréprochable, et j'espère que les gens s'en rendent compte. Ça c'est le gros boulot qu'on a à faire, quoi. Donc vraiment, je peux pas critiquer les gens qui se posent la question, quoi. Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, en fait, jusque-là, c'est que tu as l'air vraiment sincèrement convaincu de l'idée que on peut avoir de la pub, et même, on va plus loin, on peut vivre et vraiment connaître un certain succès dans le monde des médias en ne faisant que de la pub, si on le fait avec soin et de manière parfaitement éthique. Ensuite, à chacun de juger en regardant les sites s'ils le veulent. Oui, parce qu'en fait, oui, et j'ai envie de dire, c'est possible parce que si tu construis une marque média forte avec du contenu de qualité qui plaît, donc qui satisfait les lecteurs, en fait, la valeur de tes emplacements de pub va augmenter. Et ça marche comme ça, hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le programmatique fonctionne pas simplement en mode j'ai détecté que ce profil m'intéressait, mais c'est aussi est-ce que cette pub est affichée dans un contexte de qualité. Voilà. On appelle ça le brand safety. C'est-à-dire est-ce que ma pub va être affichée, va être associée à un média de qualité, va être associée à du contenu de qualité. Et en fait, toutes ces composantes rentrent maintenant dans l'équation d'affichage. Ça veut dire qu'on peut avoir des pubs plus qualitatives et donc sans doute mieux payées si on est représenté, enfin si on est une marque, un site qui est considéré comme un site de qualité. Est-ce que tu sais comment ils le déterminent, ça? Parce que c'est pas facile à déterminer. Oui, évidemment, je pense qu'il se base sur différentes études, sur des audiences, sur différentes études, sur... c'est pas automatique, régulièrement, c'est des gens qui... Frandroid et Numerama, par exemple, des études de notoriété, etc. Mais c'est le cas aussi de ton podcast. J'imagine qu'on demande aux gens de répondre spontanément à quel média, quel podcast vous écoutez. Tout ça rentre en jeu. Je pense que ça fait une quantité de données que les équipes marketing des marques étudient. Et je surtout, te confirme que moi, c'est... On se rend compte, pour une autre raison, Patrick, on se rend compte que par exemple, si tu as un constructeur automobile qui sont parmi les marques qui payent le plus cher les pubs, c'est qu'en fait, ils payent pas simplement pour que la pub soit affichée. Ils payent pour que les personnes, elles cliquent sur la pub, elles passent 3-4 minutes sur le site internet de la marque et qu'elles demandent un essai de l'automobile dans le concessionnaire le plus proche. Et qu'en fait, quand cette pub est affichée dans un contexte de qualité, donc une marque média de qualité, du contenu de qualité, t'as plus de chances que ça marche. Et ça, t'as même pas besoin des fois de t'amuser à demander à l'éditeur de surveiller ces données. C'est toi qui as ces données et je pense qu'ils s'en rendent compte, quoi. C'est intéressant. Ce que je
retiens en fait de tout ce que tu me dis, c'est que si le travail est fait avec soin, peut-être que c'est comme ça qu'on peut le dire, vivre de la pub peut-être est pas possible. soin, mais je pense qu'avec le bon objectif. Si tu écris par exemple pour tes lecteurs et pour toi, en quelque sorte en tant que lecteur, bah, tu as plus de chances de créer du contenu de qualité qui va plaire. Si tu te poses la question de savoir si ton contenu a plu, est-ce que les gens, tu as pu faire de la rétention, est-ce que les gens sont par exemple abonnés à ton podcast, est-ce que les gens ont passé plus de 50% de lecture du podcast, tu vois, ça c'est des taux de rétention, on appelle ça. C'est du marketing, mais en fait, tous ces chiffres qui peuvent, on peut dire que c'est des affaires de marketeurs, en fait non, c'est des affaires c'est simplement des données qui permettent d'évaluer le fait que ce contenu, il a plu, quoi. C'est marrant parce que comment dire, j'ai l'impression qu'on peut avoir l'impression que le marketing n'est pas un mot sale pour toi et que tu sembles faire encore une fois, c'est une question d'équilibre entre la nécessité de la monétisation et du marketing et même pas un équilibre, mais une fusion entre les deux. J'ai l'impression que tu dis que c'est un peu la même chose en fait. L'un suit l'autre. Bah, oui, mais je pense que les gens font pas mal d'amalgames autour du marketing. Moi, j'ai fait des études de marketing, j'ai fait de l'informatique et du marketing. Marketing, ce qui me plaisait beaucoup, c'était justement que moi, c'est tout le marketing de marque et de produits, donc c'est l'expérience utilisateur. C'est essentiel, tu vois. Pour moi, c'est la question essentielle qui est est-ce que ton produit, est-ce que ton service a plu, est-ce que la personne, elle va revenir. Et évidemment, le marketing, on parle de ciblage, de positionnement, etc., mais ça a cet objectif-là. Hein. Alors, des fois, il y a des détournements du marketing qui vont faire passer des méthodes de marketing pour pouvoir vendre plus. Et certainement piéger les gens, etc. Mais moi, le marketing, je suis sûr que vous préférez que vos sites soient plus visités que moins. Si on est un petit peu honnête, le but, c'est quand même d'étendre votre audience et de... Oui, tu sais, il y a toujours le curseur. Le curseur, tu peux dire, bon, moi, je préfère moins d'audience, mais je préfère faire les choses plus sales, quoi. Mais attends, ça peut te faire rigoler, ça, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, il y a des gens... Ça va, ça leur satisfait, hein, je veux dire, de publier des articles sponsorisés sans mentionner que c'est sponsorisé. Bah ouais, moi j'ai toujours fait ça comme ça me gêne pas. Il y en a plein, hein, des médias qui le font. Et en fait, même des youtubeurs, plein de youtubeurs, on s'en rend compte. Des fois, on voit des campagnes. Récemment, il y a eu une campagne pour un constructeur de smartphones. Je vais pas le citer, je pense que les gens, en cherchant, ils vont trouver. Ils ont fait une campagne où ils ont touché, je crois, 10 ou 15 youtubeurs en même temps. Bah, il y avait que la moitié des youtubeurs qui avaient mentionné que la vidéo était sponsor. Mais dans les médias, c'est pareil. Hein. Je veux dire, en fait, on s'en rend compte parce que moi, je me rends compte parce que j'ai accès aux mêmes annonceurs et aux mêmes agences médias, etc. Donc, je vois ce qu'on nous propose, je reçois ce qu'on appelle les briefs, tu vois. Et quand je vois ce qui est publié à côté, je me dis, mais attends, c'est une campagne. J'ai vu ça quelque part. C'est une campagne de pub. Du coup. Oui. Quand je parle avec toi, donc effectivement, j'ai l'impression, et bon, on parle marketing d'une certaine manière, tu es très conscient que quand tu viens dans l'émission, tu représentes également ta marque, même si d'une certaine manière, donc il y a un petit peu de marketing là-dedans aussi, mais c'est vrai que ce dont tu parles, c'est l'expérience utilisateur. Est-ce que moi, de notre conversation jusqu'à maintenant, ce que je retiens, c'est ça. Tu sembles être très attentif à l'expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que tu penses que c'est le meilleur moyen d'avoir un média qui va survivre et croître. Quand tu parles, ou quand on parle dans l'industrie enfin de la presse en ligne, donc comme je disais, de ton côté, c'est peut-être l'expérience utilisateur qui ressort comme la préoccupation principale. Est-ce que c'est le cas en général, dans ce milieu également? J'ai l'impression que non, moi, mais peut-être que... Enfin, tu avais l'air de dire que non. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais
je pense que ça surprendra personne. Bah, ça surprend personne. Alors, c'est quoi la première préoccupation ? De quoi les gens parlent, en fait ? Si tu vas à une soirée de networking, ou je sais pas, tu passes entre les tables où il y a les petits fours, et les gens parlent de quoi ? Qu'est-ce qui les préoccupe ? Ils vont parler d'audience, principalement, d'audience et d'argent, quoi. Mais tu parles d'argent aussi, quand tu parles de qualité de... Oui, évidemment. Mais oui, t'as raison, mais ils vont parler d'argent. C'est pas... Évidemment, comme je te dis, c'est souvent, je pense, peut-être que c'est tout simplement des critères qu'on se donne, tu vois. Et ça se trouve, on ne partage certainement pas les mêmes critères. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a des critères, il y a aussi des valeurs. Je pense que les valeurs, c'est important. C'est quelque chose qui est très négligé, je pense, partout, en fait, pas seulement dans les entreprises. Là, moi, je me suis toujours dit, j'ai des valeurs et je m'y tiens. Ces valeurs, elles sont importantes. Quand je m'y tiens pas, je suis pas bien, en fait. Ces conversations dans les soirées, tu dis, ouais, il parle d'audience, il parle d'argent. Tu peux élaborer un petit peu, nous donner, parce que toi, tu connais ce milieu, nous et les auditeurs peut-être moins. Tu peux élaborer on a bien entendu la philosophie de ton groupe. Ce que tu vois, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont la même philosophie. On n'est pas en train de dire que personne n'est aussi bien que Humanoïde. Ce que je fais est parfait, parce que évidemment, on prend des risques sur certaines choses. Et c'est aussi ça, on itère beaucoup. Il y a des choses, des fois, on regrette de l'avoir fait. On revient en arrière. Je parle pas de choses horribles. Je parle juste des fois, on va travailler avec une marque et on se dit non, mais on n'aurait jamais dû travailler avec eux. On avait l'appréhension que leur produit, leur service, n'était pas bon. Tu vois, moi, typiquement, je me pose toujours cette question. Je me dis, bah là, tiens, il y a une banque, elle veut travailler avec nous. Mais en fait, est-ce que les gens sont satisfaits de cette banque, tu vois ? Parce que je m'associe avec elle quand je bosse avec elle. J'en ai fait l'expérience également, et j'ai effectivement retenu la leçon, j'espère en tout cas. Mais du coup, oui, pardon, j'insiste. Ça répond pas à ta question. Mais si, d'une certaine manière, mais j'insiste surtout exemple, en fait, sur la teneur des conversations qu'ont ceux que tu évoquais quand tu disais, mais il y a des problèmes dans le cœur même de votre activité, dans la manière dont vous appréhendez votre activité. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, quand ils parlent de ces sujets ? Je pense que le principal problème de ces gens-là, c'est qu'il manque un lien, tu vois, je veux dire, dans ces groupes médias. Tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés autour de l'expérience par exemple, des performances, de tout ce qui est lié à affiliation. Donc, dans tous les grands groupes médias, tu vas avoir des gens qui sont vraiment dédiés autour de la performance, autour de la pub, tu vois, etc. Est-ce que ces personnes, à chaque fois, on leur rappelle quotidiennement ce qu'est l'objet de l'entreprise et les missions de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise ? Je suis pas sûr, eux, leur mission, c'est faire du chiffre d'affaires. Tu vois, ils se posent pas trop la question de savoir exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire savoir comment ça va impacter l'expérience utilisateur. Ouais, et en fait, je pense que ces choses-là, ça peut être fait de deux façons différentes. Ça peut être fait en muselant complètement la façon dont fonctionne ton entreprise. Je te donne un exemple. Par exemple, Next Impact ou n'importe quelle entreprise de médias comme Mediapart, etc., qui ont choisi comme unique, enfin c'est pas le cas de Next Impact, mais c'est le cas de Mediapart, comme unique modèle d'affaires l'abonnement. Toutes les personnes qui bossent dans cette boîte ont en tête ce modèle d'affaires, et l'abonnement, tu sais très bien que c'est lié quand même à de la rétention utilisateur, à de l'acquisition, donc tu fais en sorte que le contenu plaît, parce que sinon les gens ne vont pas s'abonner, tu vas pas gagner d'argent. Quand tu as une entreprise comme la nôtre... Je connais bien la question, effectivement, oui. Tu comprends bien ? Quand tu as une entreprise comme la nôtre ou comme un autre média qui a plusieurs modèles d'affaires, je suis pas sûr que le commercial qui vend des publicités, il ait en tête le fait que les gens se posent la question de savoir si c'est une publicité de qualité, une marque de qualité, est-ce que le produit est bon, est-ce que le service est bon. En fait, non, ils s'en fichent. Lui, son principal objectif, c'est faire du chiffre d'affaires et diffuser sa campagne de pub. Il a son objectif sur l'année et il a intérêt à l'atteindre, quoi. Ouais, ça c'est le travail d'une entreprise, de rappeler constamment le cadre, les valeurs, le positionnement, etc. Donc c'est difficile. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dans l'entreprise. Et chacun du coup a un objectif qui soit le même si chacun des autres objectifs qui soient différents, il y a le même objectif, c'est on le définit ensuite en fonction évidemment de l'objet de l'entreprise, quoi. J'ai l'impression que ce que tu dis là, ça s'applique beaucoup plus, ça s'applique plus largement que simplement les sites de presse. On a toujours, mon expérience en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette tension entre le produit et la qualité qu'on veut donner au produit
et l'aspect commercial et les sociétés dans lesquelles j'ai trouvé que les choses étaient le mieux faites, c'était souvent les sociétés où les gens qui étaient en charge des produits avaient le lead et avaient de très solides connaissances de l'aspect marketing, mais c'est eux qui avaient le dernier mot, en fait. C'est mon expérience personnelle. Oui, tu peux le décrire comme ça, c'est vrai, mais tu as travaillé chez un éditeur de jeux vidéo, donc c'est des choses que tu as dû voir. Chez Blizzard, de mon époque, de ce que j'ai connu, je ne veux pas parler pour ce qui s'est passé avant ou après, mais c'est vrai que c'était le cas. On avait vraiment, j'ai l'impression que c'est encore le cas pour être honnête, mais j'en sais rien, on avait vraiment des gens qui étaient dans le développement, qui étaient les chefs. Et parfois, les gens ont l'illusion, c'est le cas, je prendrai un autre exemple, c'est le cas d'Apple, je crois. Et parfois, certains ont l'impression que ça veut dire qu'on s'en fout du marketing. C'est peut-être une image que certains ont. C'est pas du tout le cas. Les gens qui sont à la tête de ces trucs-là, ils ont énormément de données, énormément d'infos, et ils s'en soucient énormément. Mais le rapport est inversé. On a beaucoup de sociétés également où ce sont les gens qui sont en charge du marketing qui ont la décision finale sur le produit. Alors, dans ce cas-là, ils doivent évidemment connaître très bien le produit, mais le curseur est peut-être placé différemment. Et puis, il y a plein de moyens de placer le curseur. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu décris. Mais du coup, j'ai envie de revenir à ce dont on était parti. La question un petit peu de Google, peut-être. Ouais, de Google. Pourquoi est-ce qu'il y a... Enfin, si, je sais pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette fixation de la presse française sur Google ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont aux abois et qu'ils veulent de l'argent ? Est-ce qu'ils ont vraiment, sincèrement, l'impression que Google les arnaque en utilisant leur contenu ? Est-ce que c'est une opportunité qu'ils essayent de développer pour ajouter du revenu, tout en sachant que ça va peut-être pas marcher, mais autant tenter ? Est-ce que tu arrives à avoir une perception sur ce point de friction ? Ouais. Donc, juste pour rappeler un peu le contexte, alors je ne rentrerai pas dans les termes techniques, etc., parce que s'il y a des réglementations européennes, etc., qui sont très intéressantes, qu'on peut trouver sur Numérama, et tu en as parlé. Hein. Mais en gros, ce que souhaitent les éditeurs de médias, pour résumer, c'est que Google les paie pour les référencer. Concrètement, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de... Oui, on pourrait le décrire de manière plus complexe, mais oui, concrètement, c'est à ça que ça revient, ouais. Et en fait, moi je trouve que le débat est pas le bon. C'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, il se pose cette question parce qu'aujourd'hui, Google est, pour beaucoup de ces médias-là, la source principale de trafic et donc de revenus. Donc en fait, mais c'est le cas pour vous aussi, j'imagine, non ? Hein, comment ? C'est le cas pour vous aussi. C'est Google qui est votre source principale de trafic. Ouais, mais principale, c'est quasiment égal avec le trafic direct. D'accord. Donc, vous avez plus, vous, en proportion, entre peut-être 30 et 40% Google. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez... Est-ce que je me trompe en disant que vous avez peut-être, vous, plus de trafic direct que la moyenne des médias ou... Peut-être que la moyenne des médias, oui, au sens large, médias en ligne. Ben oui, parce qu'en fait, on fait en sorte d'être disponible, pas partout, mais on choisit les canaux dans lesquels on distribue notre contenu. On fait en sorte que... aussi qu'on ait une marque média qui amène de la rétention, c'est-à-dire que les gens reviennent par eux-mêmes. On revient à cette question de qualité de marque, quoi. Ouais, et plus globalement, en fait, ce qui me pose un souci, c'est que les médias reprochent à Google d'être dépendants de Google pour leur trafic, et ils demandent maintenant de l'argent à Google pour être quoi ? Un peu plus indépendant, plus dépendant financièrement de Google. Donc, j'ai l'impression que globalement, on se pose vraiment de toute façon, on partage ça globalement chez Humanoid. Je pense que c'est des décisions qui ont été prises en se posant les mauvaises questions. Je pense que déjà, c'est des réflexions qui sont venues peut-être d'une vieille vision du web en disant c'est quoi la recherche sur Google, et en fait, aujourd'hui, la recherche sur Google, c'est pas juste des algorithmes qui mesurent du maillage, des liens, etc. De plus en plus, je sais pas si tu avais déjà étudié ce sujet-là, mais on parle de référencement lié au comportement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement estimer la qualité d'une page avec les liens qui sont faits vers cette page, etc. Mais on va aussi, la position que tu as dans les résultats de recherche de Google vont aussi dépendre de la qualité perçue du contenu par les lecteurs. Et comment ça marche concrètement ?
tu peux être situé en 3e position d'une recherche. Par exemple, si je tape podcast tech, et parce que en fait, ton nom de domaine et ta page, ta qualité de contenu est perçue par Google d'un point de vue technique comme moins bonne que les deux autres, qui ont certainement un nom de domaine qui est un site qui est beaucoup plus important, etc. Mais en fait, toute l'étude comportementaliste qui est mise en place maintenant, c'est des algos de comportement des lecteurs, fait que si par exemple quelqu'un clique sur la première position, revient en arrière, clique sur la deuxième, revient en arrière, clique sur la troisième, et sur la troisième, ils ont trouvé la solution à leur question, à leur problème, tu as beaucoup de chance. Je pense que tu as une forte probabilité que ton site remonte à la première place, même si techniquement, il ne mérite pas cette première place. Tout ça parce qu'en fait, les algos de Google maintenant, et ce n'est pas le cas que Google, Bing fait ça, ils étaient quasiment les premiers à réfléchir à ça, prennent en compte le comportement des lecteurs. Donc j'ai envie de dire que le référencement est bon finalement parce qu'il se pose même maintenant la question de la qualité du contenu et de la pertinence de ce contenu. Et tu vois, et ça, je te donne un exemple, il y en a peut-être 300, mais rien que ça permet des fois de revoir la perception que tu as du référencement sur Google qui est des fois une vision très bête et méchant du SEO, quoi, très technique. Tu peux aussi des fois te demander la pertinence de ce contenu. Est-ce que c'est un site qui veut juste profiter qui a juste un très bon SEO et qui veut juste profiter pour m'afficher des mauvaises pubs ou un contenu qui va me faire acheter un service dont j'ai pas besoin et qui est un mauvais service, quoi. Mais je sais pas si c'était un exemple. En fait, ce que tu veux dire par rapport à la vision qu'ont les groupes médias de Google, c'est qu'en fait Google rend un vrai service et la manière dont il faut y penser, c'est pas juste un site de référencement, c'est comment est-ce que je peux créer un produit qui va être mieux référencé pour qu'il me rende service, ce site de référencement. C'est ça que tu dis, ils ont la mauvaise approche en fait. Je pense que c'est une vieille vision du web et qu'aujourd'hui le web est en train quand même de pas mal évoluer autour de la qualité du contenu. J'espère que ça va être le cas. C'est le cas en tout cas de la publicité. Je pense que ces dernières années, la qualité a augmenté et je pense que tout ce qui est mis en place amène à une meilleure qualité du web. Et j'espère que c'est le cas en tout cas, mais en tout cas c'est ce que j'observe moi. Mais qu'est-ce que ça change pour les gens qui veulent que Google les paye pour le référencement sur Google News? Oui, tu vas me dire que le lien, c'était juste de se dire que les gens, je pense, ont déjà une mauvaise perception de ce qu'est le web et que, en fait, ils perçoivent Google comme l'acteur quasiment le monopole de la source de trafic, mais ils ne se posent pas la question avant de pourquoi est-ce que mon trafic dépend autant de Google et pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler avec d'autres acteurs qui sont des fois même plus en phase avec avec leur lectorat, tu vois. On peut prendre l'exemple de ton podcast, par exemple. Est-ce que tu sais quelles sont les sources de trafic de ton podcast ? Est-ce que tu sais où les gens t'écoutent, en fait ? Les podcasts, c'est compliqué. Oui, ils m'écoutent, oui. Il y a beaucoup d'Apple Podcasts. Mais le podcast, c'est compliqué parce que c'est très difficile à référencer, justement. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur exemple. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que constamment, tu te poses la question en disant... quelle est l'audience sur Spotify ? Est-ce que mon podcast sur Spotify est présent ? Oui. Est-ce que il est présent de la bonne façon ? Oui, non. Est-ce que je peux récupérer des données qui vont me permettre ensuite de me poser la question de savoir si les lecteurs de Spotify sont différents des autres lecteurs ? Est-ce que ces lecteurs écoutent quel est le taux d'écoute, etc. Enfin, tu vois, je crois que si tu regardais le projet d'affaires de French Spin, ma société, tu aurais peut-être un ou deux tweets assassins à envoyer parce que je suis pas sûr que je fasse exactement tout ce qu'il faut pour ces choses-là. Spotify, il se trouve que ça représente. Mais plus globalement, pour expliquer un peu notre position par rapport à Google, en fait, nous, on ne touche pas de subventions publiques, pas de subventions privées. On n'a jamais touché aux fonds d'argent des fonds, par exemple des fonds Google, le DNI ou des initiatives similaires. C'est le cas, par exemple, de Facebook. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne construit pas un modèle d'affaires sur des subventions et des dons, sauf si c'est l'objet d'une association ou un objet spécifique, tu vois, dans lequel... Mais c'est pas le cas d'un média. Je pense que c'est pas le cas d'un média. Moi, je peux te confirmer que moi, j'ai jamais reçu de subvention du CNC ou de Dieu sait quoi. Ah ouais. Je suis pas non plus dans cette... Mais quand c'est lié à un vrai projet qui est vraiment spécifique, ça, pourquoi pas ? Mais quand tu vois que ça prend part, finalement, de façon très large et globale aux revenus d'un groupe média,
entre l'État, Facebook, Google, je veux dire, il y a des médias, ils en vivent, quoi. Et je pense que c'est pas les bonnes questions qu'il faut se poser, parce que quand c'est comme ça, c'est que tu dépends d'une source dont t'as même pas t'as pas la main sur ces sources, quoi. T'as pas les maîtrises. Hein. Et puis cette source, elle va même pas se poser les bonnes questions de la qualité de ton contenu, quoi. Ouais, donc tu crois qu'il y a un petit peu un problème d'ajustement de la manière de voir les choses dans la presse française. De tout ce que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu as l'impression, en tout cas c'est ton analyse, que la compréhension du fonctionnement de l'écosystème n'est pas optimale chez les décisionnaires de cette industrie. Est-ce que je résume un peu ta pensée? Moi, je pense qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux des médias. Je pense qu'ils se sont posés certainement les mauvaises questions pour les médias. Et je pense que la réponse qui est donnée ne va pas aider les médias. C'est-à-dire que dans le cas pour revenir à celui-là, mais c'est juste une illustration de questions plus larges, dans le cas de la question de la rémunération des médias par Google, dans le cadre de l'utilisation du contenu par Google News, on essaye de mettre des sparadraps sur les symptômes qui sont... Ouais, mais ça masque les enjeux réels, en fait. Mais oui, mais les vraies problématiques, ça serait de se dire, plutôt que de demander à Google de nous ramener de l'argent et en plus de dépendre plus de Google, l'important serait peut-être de se demander quel produit est-ce qu'on est en train de faire. Et tu penses que ils se posent pas cette question, en fait, dans les... Ils pensent pas produit pour leur... Évidemment, ils doivent tous se poser la question, mais je pense pas ça soit une question qui est prioritaire pour beaucoup d'entre eux. C'est ma perception. C'est vrai que là, on parle de choses très globales, on va dire. Ouais. Chaque média est différent en plus. Oui, je pense que on peut l'illustrer de façon très précise en fonction des médias, tu vois. Est-ce que je peux te poser la question Tu peux ne pas me répondre si tu veux pas répondre, mais les grands groupes français, ou on va dire les grands noms français, prenons Le Figaro et Le Monde, qui sont les deux plus grands quotidiens, et peut-être qu'on va conclure avec cette série de questions. Le Figaro et Le Monde, qui sont les deux grands quotidiens traditionnels du pays, d'il y a quelques années. Aujourd'hui, évidemment, ils ont une stratégie web très complète, qui inclut de l'abonnement, de la pub, et certainement plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses de leur situation aujourd'hui ? De l'extérieur, j'imagine, mais en tant qu'observateur averti, qu'est-ce que tu penses de leur approche, de leur situation ? Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que tu préfères pas trop évoquer ? Bah si. Les deux, c'est des médias que je lis. On est abonné aux principaux médias, tu sais, généralistes. De toute façon, même si j'étais pas dans un groupe média, je serais au moins abonné à certainement Le Monde, où j'apprécie pas mal la qualité. Par exemple, Le Monde, ils font un switch qui est très long, qui est de passer sur du tout payant. Je pense qu'aujourd'hui, la publicité chez eux, c'est minoritaire par rapport à l'abonnement. En ligne, je parle en tout cas de la partie en ligne. Je pense qu'à terme, il n'y aura plus de publicité sur Le Monde, et c'est peut-être un des premiers médias français, bon, à part les pure players type Mediapart, mais un des premiers grands médias français qui va faire ce switch, qui est un switch qui est assez ambitieux. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand on a pas mal quand il y a pas mal de groupes médias qui vont, dans un premier temps, dès qu'il y a un problème, réduire le salaire ou le nombre de journalistes qui travaillent. Là, en ce moment, il y a la polémique autour de l'équipe qui veut réduire les salaires pour éviter de licencier. Et bah, le Monde, je me souviens que quand Xavier Niel est arrivé au capital du Monde, la première chose qu'il a fait, c'est, je crois, augmenter les gens et dire que l'équipe de journalistes était trop petite par rapport aux ambitions du média, et à embaucher des journalistes. Et d'ailleurs, moi, une donnée que je trouve, un ratio que je trouve toujours intéressant à surveiller, quand tu es dans un groupe média, c'est quand même dommage qu'il y ait moins de la moitié des salariés qui ne soient pas des journalistes, tu vois, qui ne soient pas liés à de la production de contenu, parce que c'est quand même la matière première du média. Et je suis sûr que la plupart des médias, c'est pas le cas. Ils doivent avoir des équipes marketing et commerciales énormes, et je pense qu'on n'est pas du tout dans ce type de proportion, quoi. Je me trompe peut-être, mais j'ai quelques exemples qui me font dire que non. Ok. D'autres réflexions sur ces... Ouais, je sais pas si j'ai d'autres réflexions sur Le Monde et Le Figaro. Moi, je connais plus Le Monde que Le Figaro. Le Figaro, c'est assez complexe parce que c'est un groupe média dans lequel tu as tout un écosystème de sites. Ils ont par exemple tout ce qui est Journal du Net, etc. C'est aussi également eux, et c'est des modèles 100% gratuits qui sont
dont les modèles d'affaires sont pas si loin des nôtres. Ce qui n'est pas le cas du Monde. Le Monde, c'est moins tentaculaire que le Figaro en termes de différents médias. C'est une très très grosse audience. Et c'est vraiment un média qui s'est donné pour objectif, en tout cas, de couper la pub, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Donc chez eux, il y a quand même des grands médias qui sont en train de réclamer de l'argent à Google, je reviens toujours à ça, mais il y en a quand même qui ont une stratégie claire et qui savent où ils vont. C'est pas la bérésina partout dans la presse française. Ah oui, évidemment, heureusement. Mais oui. Mais tu sais, on a parlé beaucoup d'argent, mais des fois, ça peut être aussi la vision qu'on a de la technologie, de comment je distribue mes contenus. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont le contenu arrive à mes lecteurs est de la bonne façon, tu vois. Est-ce que du coup, les gens perçoivent comme ils doivent, ils devraient percevoir le contenu que j'ai envie. Tu peux me donner un exemple de ça ? Certainement, oui. Est-ce que tu achètes beaucoup de journaux papier ? Personnellement, pas trop, non. On va dire pas trop. Est-ce qu'il y a des journaux que tu aimerais lire, en tout cas des articles que tu aimerais lire qui sont dans les journaux papier ? J'ai pas l'impression. Ce que tu veux dire, c'est que les grands groupes pourraient se séparer complètement du papier ? Non, mais ils devraient diversifier, ils devraient se poser la question de comment les gens aujourd'hui consomment mon contenu. Tu vois, moi, j'adore. Il y a un magazine qui va s'arrêter que j'aimais beaucoup lire, c'était que j'ai acheté au bureau de temps en temps, ça s'appelait La Recherche. Ils vont le fusionner, je crois, avec je me trompe pas, Science et Vie, quoi. C'est le groupe Perdriel en France. Et La Recherche, il était que en papier, quoi. Et moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir le trouver sur une application mobile, etc. Tu vois, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres, des exemples comme ça. Mais disons qu'un média qui est uniquement en papier aujourd'hui, c'est sûr que c'est surprenant. Il peut y avoir des niches où ça marche. C'est sans doute compliqué à faire marcher, mais c'est l'exception plutôt que la règle. C'est vrai que je te posais la question parce qu'on a parlé beaucoup des revenus, etc. Mais en réalité, le média, c'est pas simplement du contenu, des revenus, etc. C'est toute une vision qu'on a de se poser. C'est ce qu'on disait à l'expérience utilisateur, de se poser la question de est-ce que le contenu de qualité, est-ce qu'il est diffusé de la bonne façon, est-ce que la monétisation est efficace, est-ce que la marque média est suffisamment efficace comme support pour le contenu. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. D'accord. Oui, c'est sûr que c'est des sujets qui sont pas simples comme ça en discussion, parce que bon, évidemment, plus je suis tout seul à agrémenter la discussion. Il y a plusieurs visions. Je pense qu'il y a beaucoup moyen d'enrichir le débat. Bien sûr. Mais c'est ta vision que je voulais avoir, parce que effectivement, j'ai quand même l'impression que tu n'es pas le seul, mais tu es un bon représentant de la manière dont on fait les médias dans la génération d'Internet. Et c'est vrai qu'on entend énormément parler la presse traditionnelle, les médias, enfin la presse, oui, traditionnelle, quand on entend la voix de la France dans ce domaine, mais on n'entend pas trop parler les gens comme toi, et encore une fois, tu n'es pas seul, mais il y en a d'autres, mais on n'entend pas trop votre voix. Et donc, j'étais curieux d'avoir cette vision de la chose. Et je crois que tu as assez bien expliqué la manière j'ai essayé, dont c'est pas simple. Mais c'est marrant parce que c'est pas simple, je pense, à écrire. Parce que moi, c'était souvent pour moi des appréhensions, tu vois, des réflexions que j'ai. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une vision différente de tout ce que je fais et qui peuvent l'écrire de façon la théoriser, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur ma vision du monde, sur mes connaissances, etc., mon expérience. Ça arrive souvent comme des appréhensions, tu vois, pour moi, des réflexes, alors qu'en fait, je pense que tout ça peut être théorisé et peut être expliqué d'une façon beaucoup plus logique, tu vois. Écoute, continue à réfléchir à la chose. Un jour, tu nous sortiras, j'allais dire un livre, mais pas un livre, je sais pas, des vidéos YouTube ou un audiobook sur le sujet qu'on s'empressera. J'ai beaucoup trop de boulot pour le moment. Non, mais un jour, je veux dire, quand tu auras pris ta retraite, tout ça, tu écriras l'histoire de la presse en ligne en France. Merci en tout cas, Ulrich. Je sais pas, en tout cas, c'est qu'une partie de la presse en ligne. Oui, bien sûr. Je pense qu'on l'a bien dit, on l'a bien compris. Tu représentes une partie, un angle, une vision, tu vois, ça reste humanoïde, ça reste 30 personnes, c'est très flexible, c'est très agile comme structure. Quand tu es dans un paquebot avec 1000, 2000, 3000 salariés, je pense que
Voilà. Mais tu sais ce qui est intéressant, un conseil d'administration, tu vois, etc. Des managers qui sont là des fois là depuis très longtemps, qui ont une vision différente de la tienne. Enfin, mais c'est ça qui est hyper intéressant, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, mais c'est ça qui est hyper intéressant sur l'Internet, dans le cybermonde, c'est que un petit groupe comme le tien, comme le vôtre, qui a une trentaine de salariés, est en fait, aux yeux des lecteurs, aussi accessible et aussi légitime que des groupes médias qui ont 1000, 2000, 3000 employés. Et en fait, c'est un site web, ou 2 sites web, ou 3 sites web, ce que c'est. Et donc, il est parfaitement légitime de comparer les deux visions, en gardant évidemment ces éléments à l'esprit, mais de comparer les visions et de comparer l'image. Donc, Non, mais t'as raison. C'est vrai que nous, par exemple, sur Frandroid, nos 2 concurrents principaux, on a les mêmes audiences qu'eux, on est dans le top 3, tu vois, c'est Les Numériques qui appartiennent à TF1, 01net qui appartient à Altis. Donc évidemment, nous, quand on se compare à des groupes médias. Ouais. Et certainement qu'ils ont des équipes plus importantes que nous, ça c'est sûr. C'est pas non plus, on parle pas de x10, ces équipes sont 2-3 fois plus importantes, mais ils sont intégrés dans un groupe qui derrière a évidemment des moyens et à l'inverse, tu vois, c'est aussi très compliqué pour eux de bouger. Donc, bien sûr, ouais. Des fois, moi, je suis assez impressionné de voir leur capacité à faire des choses. Des fois, je me dis, bon, c'est simple pour eux. Et des fois, je me dis, ils ont dû beaucoup bosser en interne pour arriver là, quoi. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Ulrich. Je pense qu'on a assez parlé de Numérama et de Frandroid. Est-ce que tu peux nous dire si toi, on peut te retrouver sur le net, Twitter, j'imagine? Ouais, moi je suis principalement sur Twitter et je partage des trucs pro des fois et puis des fois perso. Vous allez me voir parler de toutou, de plantes, de bouffe, de hardware, beaucoup de hardware. En ce moment, je suis dans le hardware et les vélos électriques et les PC, tu vois. Donc ça change en fonction des saisons. Mais certainement, à la fin d'année, je vais parler beaucoup de consoles de jeux. Écoute, on sera 2 alors. Et je pense qu'on sera rejoint par quelques autres qui sont intéressés par la chose. La ligne éditoriale de mon Twitter fait rigoler beaucoup de gens parce que il n'y a pas de ligne éditoriale, quoi. Tu es Ulrich Rosier sur Twitter, c'est ça? Ouais. Et le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également sur FrenchSpin.fr, où vous pouvez retrouver l'épisode et venir le commenter. Vous pouvez bien sûr aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez soutenir si elle vous plaît, si elle vous intéresse, si elle vous fait passer un bon moment. Ça prend 2 minutes et ça fait très plaisir. Et c'est tout. La semaine prochaine, on aura un épisode classique d'actualité. Je remercie encore une fois Ulrich d'avoir été avec moi. Patrick. Et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.